Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un deuxième édito en 2 jours. Cette fois-ci plus orienté sur l'avenir court terme de l'Olympique Lyonnais, à mon avis, et à mon niveau d'analyse. La fin était inéluctable. La ligne droite se termine pour Jean-Michel Aulas. Voilà, ça y est, c'est quasi officiel. J'en avais parlé il y a 2-3 semaines à Thomas en off, et puis je pense dans des éditos. Je voyais aucun avenir possible à Jean-Michel Aulas au-delà de quelques mois. Sa signature sur 3 ans, c'était un coup de bluff. Il savait très bien qu'il ne tiendrait pas 3 ans. C'est quasi impossible. Tout comme il est quasi impossible que vous ayez des actionnaires qui mettent plus de 800 millions d'euros sur la table et laissent le club depuis le mois de décembre. Là, on est quand même 5 mois après le rachat de 70% des parts. On se retrouve quand même aujourd'hui avec des actionnaires qui ne peuvent pas laisser le club aller vers une possible descente en Ligue 2, parce que c'est exactement ce qui va se passer si on continue. Je pense que le match d'avant-hier contre Nantes a définitivement fini de les convaincre. Ils voient quand même beaucoup d'erreurs de recrutement, une mauvaise mentalité chez les joueurs, un coach qui a lâché l'affaire, parce que là, on ne peut pas vraiment dire autre chose, mais je pense que tous les coachs auraient lâché l'affaire. Il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas d'issue possible. Il y a des gens pas compétents à certains postes clés dans le management, ou qui sont compétents sur d'autres domaines, type Monsieur Ponceau, peut-être très bien en administratif et juridique. Je pense que le football, c'est pas son truc. Monsieur Deligia, il a même avoué publiquement que le football, il connaissait pas. Il a vu très peu de matchs. Vous vous retrouvez avec Monsieur Chirou, qui n'a pas beaucoup de réseau, manifestement, pour recruter. Et qui avant s'occupait des féminines au niveau du management du Paris Saint-Germain. Désolé pour lui, non, mais il n'a pas testé dans un club de plus petite envergure ce qui c'était être directeur du recrutement d'un club de l'élite, de la Ligue 1, ou même de la Ligue 2. Voilà, on ne demandait pas non plus le Graal, mais déjà avec une expérience réussie, ce qui est quand même le minimum quand on se retrouve sur ce poste avec un club à plus de 300 millions d'euros, c'est d'avoir fait ses armes comme Juninho ne les a pas fait non plus en directeur sportif. Il était consultant pour une chaîne, ESPN pour pas la nommer. Il faisait beaucoup de commentaires politiques. Il n'avait jamais eu la moindre expérience dans le football, de près ou de loin dans le management. Tout comme M. Chirou n'a jamais eu d'expérience de directeur du recrutement. Tout comme M. Deligia n'a jamais occupé de poste de responsable de la communication RSE et corporate d'une entreprise. Il était journaliste avant. Monsieur Ponceau était directeur administratif et juridique, il me semble. Très bien, en l'occurrence, ça n'empêche pas qu'ils aient des compétences. Je ferais pas mieux, si demain on me nomme, je connais pas. Il faut quand même expérimenter sur une plus petite structure, que ça soit entreprise pour le directeur communication ou volet sportif et recrutement dans un autre club, français ou étranger, de plus petite envergure, avant de pouvoir passer à un club de la dimension de l'Olympique Lyonnais. Ça me semble quand même le b.a.-ba. Donc Monsieur Textor, il a mené cette réflexion. Parce que en homme intelligent, je pense, et en américain avisé, c'est sûr, donc homme d'affaires quasiment sûr, c'est obligé que cette réflexion soit menée. Qui entoure Jean-Michel Aulas aujourd'hui? Beaucoup d'amis. Il fonctionne beaucoup à l'affect. Jean-Michel Aulas, c'est un affectif, malheureusement ou pas, en ce moment oui. Ça fonctionnait très bien fut un temps, quand la concurrence sportive en Ligue 1 était beaucoup moins âpre et élevée. On a raté les wagons, son management ne fonctionne plus, il est beaucoup plus dans le volet capitalistique et patrimonial. Maintenant, ça ne pouvait pas durer 3 ans avec les Américains qui ont mis 800 millions d'euros sur la table, un modèle, on va dire, népotique ou de copinage. C'est un peu triste à dire, mais si vraiment il y avait une concurrence saine et ouverte dans le recrutement des managers de l'Olympique Lyonnais, ce ne seraient pas ces personnes qui seraient en place aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait beaucoup par défaut en prenant Sonny Anderson. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui commente le football et qui n'a pas forcément fait preuve d'assurance sur son réseau, comme monsieur, par exemple. Campos peut le faire après I, comme peut le faire plein de gens. Il n'y a pas de réseau, donc je ne sais pas ce qu'il vient encore conseiller le président alors qu'il il commente des matchs pour une chaîne sur la Liga espagnole. Je suis ébahi, et quand on a des gens compétents comme monsieur Coupet, on les met dehors. Voilà, bon, alors qu'il est entraîneur des gardiens, il a quand même prouvé en tant que gardien de but qu'il savait faire des choses. Bon. Donc cette ère-là a beaucoup agacé, je pense, les Américains. C'est une hypothèse, mais qui, je pense, est pas loin de la certitude. Et puis au final, les résultats, ils peuvent pas marcher, parce que comme c'est l'ère des copains,
dans ce club. Et c'est peut-être la chose la plus juste qu'a dit Karl Toko Ekambi dans son interview, parce qu'il y avait en filigrane quand même, au-delà de tout ce qu'il a raconté, quand même quelques vérités piquantes en sous-jacent. Effectivement, c'est un club de copains. Copains, évidemment, voilà, Cacré aurait-il une place de titulaire et 300 000 euros vu son niveau de jeu et son volume physique et son incapacité à faire une frappe ou à faire des transversales ou à casser les lignes, s'il n'était pas né à Lyon et formé à l'OL, j'en doute. J'en doute. Je pense qu'il ne serait peut-être que dans un club comme Troyes ou Lorient, mais il aurait beaucoup de mal à aller dans un club du statut de l'Olympique Lyonnais s'il n'avait pas été formé en local. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que au bout d'un moment vous vous retrouvez sur un plafond de verre. Pareil, Ryan Cherki, il y a eu un gros lobbying, alors très malin, hein, il est très bien entouré hein, là-dessus, c'est sûr, pour obtenir les meilleurs contrats possibles en fonction du nombre de matchs. On en a fait toute une hâte parce que c'est un Lyonno-Lyonnais né à Lyon et il a fallu dès 16 ans le mettre en équipe 1 et patati et patata. Ça n'empêche pas le talent. Alors lui, il en a du talent, mais footballistiquement, une passe, il comprend pas. Voilà, je suis désolé, à un moment donné, il a du mal quand même à lever la tête, hein, le garçon. Donc, en fait, il y a, comme dit Karl Toko Ekambi, bah lui, c'est vrai que quand il y arrivait, on le sifflait quand même, et là, cette année, il n'y arrive plus, on le siffle. Bon, après, il y a une affaire d'ego. Donc, Jean-Michel Aulas, pour en revenir à mes moutons, eh ben, c'était la fin. Ça peut pas durer 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il a 74 ans. Il a quand même 2 grosses entreprises entrepreneuriales derrière lui avec la Cégide et l'Olympique Lyonnais. Et il va pas se faire dicter sa loi. D'ailleurs, il l'a dit dans l'interview de l'équipe aujourd'hui. Je vais pas me faire dicter ma loi. Quand j'aurai décidé de partir, je partirai. Effectivement, ça va pas durer longtemps. Donc, son deal de 3 ans qu'il a signé, c'était un peu un effet de manche pour rassurer plus, finalement, presque les autres que M. Textor et M. Aulas. C'était également pour sécuriser l'environnement lyonnais en disant « Attendez, il y a des investisseurs derrière, des banques, des machins et tout. Rassurez-vous, je maîtrise, je connais le contexte lyonnais. Il n'y a pas de souci, c'est encore moi aux manettes. » Donc c'est vrai que vous donnez et aux actionnaires et aux banquiers des gages de sûreté. Aux joueurs, vous donnez des gages de sûreté parce qu'ils continuent, la soupe est bonne et patati patata. Et au final, ça rassure également Jean-Michel Aulas parce que les Américains, ils connaissent pas trop Lyon. Lui, il dit, bon, je signe un deal de 3 ans, mais à tout moment, ça peut être rompu et on me file 10 millions d'euros. Donc là, ça commence à sortir. Alors, c'est une discussion que j'ai avec Thomas. Thomas, il me dit, jamais de la vie, ça va durer 3 ans. Ça passera peut-être même pas cet été. Il y a 2 ans déjà, quand on rate le championnat, après Nice, il avait dit, je me vois plus d'avenir. Je réfléchis à partir. Ça fait quand même 2-3 ans. Suite à cet épisode de mai 2021, où on perd 3-2 à la maison contre Nice, on rate le championnat, on rate le d'être champion, hein, concrètement. C'était il y a encore 2 ans hein, qu'on rate d'être champion. Hein. Et on se retrouve avec un Jean-Michel Aulas aux abois qui ramène Bruno Chéroux. Il y a beaucoup de fritures sur la ligne avec Juninho. Juninho part et après IDG est épaté au mois d'avril 2022, il y a 1 an quasiment. Tout le monde était focus sur le match Lyon-Porto. Sauf que j'ai dit à Thomas, ça y est, c'est fini, c'est la fin. IDG épaté annonce nommer la banque Reng pour retrouver un repreneur, c'était il y a 1 an. Et quand 2 actionnaires qui pèsent 40% des parts disent ça, tout le monde s'en est foutu. J'avais fait un édito, tout le monde s'en foutait. Mais c'est ça la réalité. Qui est-ce qui tient le cordon de la bourse? C'est les actionnaires, c'est pas les joueurs de foot. Ni Laurent Blanc, ni Peter Bosz, ni qui vous voulez. Les actionnaires ont dit, Monsieur Aulas, publiquement, Jean-Michel Aulas n'était pas au courant. Il l'a avoué. Il a dit, c'est pas des méthodes, patati, j'aime pas que ça se fasse par votre presse. Donc, ça fait longtemps qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec les autres actionnaires. Donc, en fait, c'est une espèce de survie sous masque à oxygène depuis 2-3 ans certainement. Maintenant, on voit mieux les coulisses. Quand IDG épaté nomme une banque américaine pour trouver un repreneur, c'est que vraiment, ça allait plus depuis un bout de temps. C'est vraiment que Pathé et IDG ne s'y retrouvaient pas. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Pathé, c'est compliqué pour le cinéma français suite au Covid, patati patata. Oui, d'accord. Mais je pense que ça datait pas d'hier non plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Jean-Michel Aulas, il joue toujours à l'homme qui croit qu'il a du pouvoir, mais chaque jour qui passe, il en a de moins en moins. Et chaque jour qui passe, il a de moins en moins d'options. Et chaque jour qui passe, on s'achemine vers une fin en queue de boudin. C'est-à-dire qu'en fait, il partira pas la tête haute. Il fera croire qu'il part la tête haute, mais il part pas la tête haute. Là, aujourd'hui, il fait un livre, testament. Quand on fait son testament en politique, un livre testament, c'est que c'est fini.
C'est pareil, c'est un homme politique, Jean-Michel Aulas, c'est pas qu'un homme d'affaires, il fait pas un livre testament par hasard. Il sait que c'est fini. Il le sait. Combien de temps ça va durer? Entre 2 et 6 mois, je l'estime. Je pense même que le mercato, c'est peut-être ce qui va sonner le glas de l'Olympique Lyonnais. Et attention, si ça se passe très mal entre M. Textor et ses amis et Jean-Michel Aulas, ça peut être une vraie catastrophe. C'est-à-dire, ça peut être un scénario à la Bordeaux ou le Saint-Étienne. Ça dépend s'ils le font en homme intelligent ou pas. Si ça se passe intelligemment et que Jean-Michel Aulas s'écarte très vite avec ses hommes, parce que là on parle du départ de Bruno Chiroux, mais moi je pense que c'est beaucoup de gens qui vont partir dans le club. Voilà. Si ça se fait intelligemment, c'est bien, mais il faut que ça se fasse vite, parce qu'on ne peut pas arriver cet été avec le départ de M. Aulas, M. Ponceau, M. Chiroux, et se retrouver avec une nouvelle direction du jour au lendemain sans avoir préparé le mercato. C'est maintenant que ça se prépare le mercato, au mois d'avril. Donc l'an prochain, on risque d'avoir une saison coton, ça se trouve. Hein. Tout ça parce que M. Aulas s'accroche. Il a 10 millions d'euros à prendre, il le sait, et il s'accroche, alors qu'on sait très bien que la saison l'an dernier, c'était pas un accident. Quand on a fait 7ème de Ligue 1, c'était pas un accident. Aujourd'hui, on est 9ème de Ligue 1, c'est pas un accident. Il n'y a qu'une année où c'était un accident, c'était sur Rudy Garcia. Les 3 autres années ne sont pas des accidents. Maintenant, il leur aura fait croire ce qu'il veut. La sortie est proche. La sortie est très proche. Il va pas rester encore 2 ans et demi au pouvoir. Hein. Il y a trop de pression des supporters. Les résultats sont trop mauvais et ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils n'ont plus de marge de manœuvre au niveau sportif. Oussem Aouar, c'est un départ gratuit. Moussa Dembélé, c'est un départ gratuit. Alors on va dire, oui, mais ils sont nuls. Ils avaient du talent. On ne peut pas le contester. Je suis désolé, l'an dernier, Moussa Dembélé, c'est 20 buts. Oussem Aouar, les premières années, c'était un très bon joueur de football. Donc on ne pourra pas les remplacer numériquement, on n'a pas l'argent. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va arriver à l'ère enfin de Textor et ses amis. Et on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, et on va voir ce qu'ils ont dans le cordon de la bourse. Enfin. Voilà, donc moi c'était une hypothèse, voilà, je l'avance dans un édito. Je donne entre 2 et 6 mois à Jean-Michel Aulas avant de terminer son mandat de président. Il n'a pas vraiment le choix, c'est pas grave, c'est la vie. Mais ça ne durera pas 3 ans. Pour moi, j'y crois pas. C'est une analyse de supporter de football, c'est pas possible. Là, les langues se délient, ça tremble, la terre tremble. Et vous savez, quand le navire prend l'eau, M. Chiroux, il est peut-être en train de regarder un poste ailleurs, parce que c'est un carriériste, il avait ni d'envie à Lyon, ni d'envie de quoi que ce soit, je sais pas comment il est arrivé là, par Gérard Houllier, a priori. Il faut qu'il regarde ailleurs, les gens. Il faut qu'ils se repositionnent dans d'autres clubs. Grégory Coupet, il n'a pas attendu, il a dit, bon, vous m'avez pas proposé de poste, je suis allé à Dijon. Ils ont des carrières à mener, les gens, maintenant. Voilà, donc c'est un petit édito très très court. Lisez l'interview de l'équipe si vous le pouvez. En gros, c'est ce qui est dit en substance. Hein. Départ de Bruno Chiroux acté par les Américains. Les Américains se posent beaucoup de questions. Ça commence à grasser des dents du côté de Miami et du côté de John Textor. Il y a une analyse et des convictions désormais. Donc, c'est des avocats de Eagle et tout qui commencent à parler, à sortir un peu comme font les Américains. Vous savez, c'est comme dans le rachat de Twitter. Les Américains, ils laissent courir beaucoup de bruit avant que ça passe à l'action. C'est une méthode de négociation US. Moi, je les connais un petit peu là-dessus. Et après, ils montent la tapette à mouche et après, ils tapent la mouche sur la table. Hein. Voilà comment ils font. C'est une technique de négo. Donc, ils sont en train de montrer avec intelligence à M. Aulas que c'est terminé. Et que ça dépend plus de lui. Il suffit de faire un chèque de 10 millions d'euros et il part. Et M. Aulas, je le comprends, vu son ego, son âge et ce qu'il a fait, franchement, sa place, elle se réduit. Et il n'y a pas de place, vu son ego. Et c'est normal, pour continuer dans un espace réduit et de ce qu'on appelle sous la Troisième République, quelqu'un qui inaugure les chrysanthèmes, un président de la République qui inaugurait les chrysanthèmes, parce que le président du Conseil sous la Troisième et Quatrième, ce qu'on appelle le Premier ministre, c'était lui qui avait le plus de pouvoir, quand il n'était pas renversé par le Parlement. Il n'a plus de place. Il n'a plus de place, il va partir. C'est évident. Ils n'ont plus des intérêts convergents, M. Aulas et M. Textor. M. Aulas ne dirigera plus de moins en moins de clubs, et M. Textor et ses amis vont de plus en plus s'agacer d'une potentielle relégation et d'avoir à acheter un gâteau 800 millions qui chaque jour perd de la valeur. M. Aulas n'a plus de place et le club se dévalorise de jour en jour. Alors vous allez me dire, oui mais il y a du patrimoine. Non mais attendez, à un moment donné, moi je suis allé au stade, il était vide. Il y a 19 journées de Ligue 1, je suis allé dans un stade qui était vide aux 2 tiers. Aux 2 tiers, je les voyais, il y avait 3 anneaux, les 2 tiers du haut sont vides. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est la fin, cette fois-ci c'est vraiment acté. J'avais dit il y a 1 an, c'est la fin, mais ça a traîné. C'est une fin qui traîne, et c'est pas bon une fin qui traîne. Désolé les amis,
c'est pas bon. Ça va pas durer encore 2 ans et demi. On y arrive. C'était un édito comme ça, hein, en lisant l'équipe, je dis, oh bah tiens, c'est une discussion qu'on a eue il y a 1 mois et demi avec Thomas. Il me dit, tu penses que ça a duré combien de temps? Je lui dis, ça durera pas 3 ans, ça va se terminer. Fin d'année 2023 max. Maintenant, je revois mes jugements, je suis plutôt en échelle haute à l'époque. Je revois, ça va durer entre juin et septembre, pour moi. Voilà le départ d'Aulas, pour moi, je l'acte comme ça. Peut-être que je me tromperai, je suis pas Nostradamus, mais c'est pas tenable, là on est dans un délire. C'est plus tenable le délire. Quand vous voyez Monsieur Toko Ekambi, l'interview lunaire qu'il fait, il l'a faite, c'est fait. On revient pas là-dessus sur l'éthique, c'est moral et tout. Le club n'a même pas communiqué. Ça prouve à quel point ils ont perdu du pouvoir. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rien faire sans John Textor. Quand ils nomment Laurent Blanc, ils appellent John Textor. Désormais, si John Textor ne dit pas quelque chose sur Toko Ekambi, Aulas ne dit plus rien. Ils n'ont plus de pouvoir. Monsieur Ponceau, il fait des lettres recommandées à l'éthique pour Monsieur Ekambi. Le joueur fait une interview dans SoFoot il y a quand même 72 heures désormais. Personne au club n'a réagi. C'est une réalité. S'ils n'ont pas réagi, le club a été bafoué, les supporters ont été insultés par Monsieur Ekambi, et c'est un fait, c'est pas un jugement. Personne n'a réagi au sein du club. Il suffit de lire, hein, entre les lignes. Qui ne dit mot consent. Bah, ils disent pas de mots. Donc ils consentent à l'interview, ou alors ils ont plus de pouvoir, ils sont tout nus. C'est le roi nu, Ubu-roi, le roi nu sans trône et sans sceptre, et sans couronne. Et voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, c'est une petite analyse à chaud. Je pense que Thomas fera des vidéos connexes, et à mon avis il y aura des lives, parce que c'est en train vraiment, alors même si ça agace les gens, ouais mais c'est pas le terrain, c'est pas l'herbe, c'est pas les cages. Ça c'est toujours le bout de chaîne pour moi, les joueurs. Si ça part en cacahuète à la tête, ça part en cacahuète sur le terrain. Prenez le FC Barcelone et toutes les affaires du FC Barcelone qu'ont laissé Monsieur Laporta et celui d'avant, Monsieur Bartomeu. Si ça part en cacahuète à la tête, ça part en cacahuète sur le terrain. La Juve, Agnelli. Je sais que c'est chiant ces affaires juridico, financiero, administrativo, médiatiques. C'est House of Cards. Moi, ça m'intéresse. Parce qu'on comprend mieux ce qui se passe dans l'état d'un pays quand on comprend la tête du pays. On comprend mieux ce qui se passe dans une entreprise quand on voit ce qui se passe dans les coulisses de l'administration et des conseils d'administration. On comprend ce qui se passe dans un club de foot en voyant comment il est administré, géré au jour le jour. Vous prenez l'exemple du Paris Saint-Germain avec l'affaire Mbappé, là. Ouais, c'est que lui qui merde. Non mais, je juge pas, mais c'est un état de fait. Monsieur El Khelaifi, ça fait 3 mois qu'il vient plus dans le club. Alors, soit les Qataris rachètent un autre club, soit ils en ont plus rien à foutre, soit Monsieur El Khelaifi est sur la sellette, mais en fait, il faut faire des interprétations, il y a des hypothèses. Moi, je fais de l'hypothèse. Quand vous avez un président de club qui gère un club qui a pesé quand même près de 2 milliards dans les finances du Qatar, à un moment donné, si le gars il est pas là, c'est que soit il est pas bien en place, soit il est sur la sellette. Soit il est sur la sellette, soit les Qataris sont en train de penser à autre chose. Voilà. C'est des interprétations. Donc Monsieur Aulas, il nous fait croire beaucoup de choses. Mais quand on lit bien entre les lignes, tous les événements passés, IDG, Pathé, les déclarations de Toko, l'article dans la presse de l'avocat d'Eagle, tout ça, ça se raccorde, ça fait un puzzle, et on commence à voir, il ne manque quasiment plus rien. Voilà. Et bien écoutez, bonne journée à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Moi, c'est mon échelle, hein, et critiquez si vous voulez. Moi, je suis pas dans le club, je suis un supporter comme vous, les mecs. On fait tous partie de la même famille. J'essaie juste, à mon échelle, de donner une grille de lecture qui est la mienne. Il me manque plein d'éléments. Je suis pas élitiste et prétentieux. Non, moi, il me manque des éléments. J'essaye, à mon niveau, avec mon œil et mon analyse, de donner mon point de vue. Encore une fois, ceux qui n'aiment pas, Thomas, il a un mail, faites des éditos. J'ai pas l'avis universel, loin de là. Voilà. Donc je précise, hein, parce que la position de critique et de juge critique est la plus facile. Moi, j'essaye de défendre un point de vue en tant qu'avocat. Je fais des réquisitoires et des plaidoiries, et c'est tout. Maintenant, faites comme bon vous semble. Mais honnêtement, enfin, la chaîne est libre. C'est une chaîne de fans, pour les fans, par les fans. Voilà. Donc, discours de Gettysburg, c'est par les fans, pour les fans, et pour les fans. C'est tout. C'est ça, un club de foot. Et ce club, il n'a plus rien à faire avec les fans, aujourd'hui.
Très 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 bonne journée à tous et bon week-end. Ciao ciao.